L'émission d'aujourd'hui est donc consacrée aux rayons X. Et les rayons X nous font tout naturellement penser à la radiologie, radioscopie ou radiographie que nous avons tous déjà plus ou moins subie. En fait, le domaine des rayons X est extrêmement vaste et nous essayerons aujourd'hui de faire non pas une leçon sur les rayons X, mais nous essaierons d'explorer ce domaine. Mais d'abord, quelques considérations théoriques. Voici donc, ici, un appareil à rayons X, qu'on appelle l'appareil de Coolidge. Une anode, ici, refroidie par des ailettes, se trouve à l'intérieur d'un tube dans lequel on a fait le vide. Dans ce tube, il y a une décharge électronique de la cathode et les électrons accélérés viennent rencontrer l'anode. Lorsque l'anode est ainsi heurtée, il y a un rayonnement que Röntgen a découvert en 1895 et auquel il a donné le nom de rayonnement X, puisqu'il en ignorait alors la nature. Ce système est alimenté par une haute tension. Et voilà donc le principe. Nous allons voir ceci sur un schéma d'animation. Les électrons, donc, issus du filament, atteignent l'anode. La tension est ici de 100 000 volts. Les électrons sont ainsi accélérés et l'anode s'échauffe. Mais il y a aussi un rayonnement à travers l'ampoule, c'est le rayonnement X. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde variable. Et on a ici une famille de rayonnements de diverses longueurs d'onde. Si l'on fait une courbe en portant en ordonnée l'énergie en abscisse la longueur d'onde, on obtient le spectre. Il y a une longueur d'onde pour laquelle il y a un maximum d'énergie et une longueur d'onde minimum. Cette longueur d'onde minimum dépend de la tension. Pour un potentiel de 100 000 volts, elle est d'un dixième d'angstrom, et on voit, en comparant aux dimensions des longueurs d'onde du visible, que ces longueurs d'onde sont extrêmement courtes. Les rayons X sont des radiations électromagnétiques de très courte longueur d'onde. Si l'on fait varier la tension, les spectres se déplacent vers les faibles longueurs d'onde, lorsque la tension augmente. Reprenons notre ampoule et augmentons l'intensité. Les longueurs d'onde restent les mêmes, mais le flux de rayons X qui traverse l'ampoule augmente avec l'intensité. On pourra donc ainsi commander l'intensité des rayons X. Voici schématisée une table d'opération horizontale. Sous cette table, l'ampoule à rayons X, et ici, un parallélépipède qui schématise le patient. Voyons donc ce qui arrive lorsque les rayons X rencontrent un obstacle. Le faisceau incident rencontre donc l'obstacle. Une partie est transmise, c'est le faisceau utile. Le reste est soit absorbé, soit donne lieu à un rayonnement secondaire. Ce rayonnement secondaire ne peut être contrôlé car il donne une zone de rayons X tout autour. Et il faudra faire très attention car il peut être très dangereux. C'est les rayonnements secondaires qui vont donner un rayonnement ambiant dans une salle d'opération radiologique. Pourquoi ces rayons X peuvent être dangereux ? Eh bien, les rayons X sont ionisants. Nous voyons ici des schémas d'atomes. Lorsque les rayons X rencontrent un atome, ils peuvent éjecter des électrons qui iront à leur tour se placer sur d'autres atomes. Ainsi, les atomes seront transformés en ions positifs et en ions négatifs. On dit que les rayons X sont des radiations ionisantes. On peut mettre en évidence les radiations ionisantes à la chambre de Wilson, comme nous le voyons sur ce cliché. Eh bien donc, voilà pour ce qui est de la théorie des rayons X. Maintenant, nous allons voir le principe de ces applications médicales. Voici donc notre ampoule à rayons X. Supposons qu'on place sur le rayonnement un obstacle, totalement opaque à la lumière, mais dont une partie seulement, centrale, soit opaque aux rayons X. Eh bien, sur un écran, on pourra voir l'intérieur de ce corps. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on fait la radio d'un homme et que l'on voit le squelette. Pour voir cela mieux, nous allons assister à un examen radiologique.
le patient est amené près de bloc opératoire, ici vertical, et le professeur et ses assistants auront d'abord à le mettre en place. Si celui-ci est gravement atteint, il peut être difficile de le maintenir dans cette position et des sangles sont nécessaires. Lorsque le patient est en place, on mettra devant lui l'écran fluorescent qui recevra les rayons X. Le médecin peut alors, en appuyant sur une pédale, envoyer le faisceau de rayons X. Il verra sur l'écran une image. Mais il envoie ce faisceau par très petite dose, car le rayonnement est dangereux tant pour le médecin que pour le malade. Ici, nous voyons ce qui se passe sur une table horizontale où l'on va prendre non plus une radioscopie, mais une radiographie. Le malade étant couché, le médecin installe au-dessus de lui le bloc. Lorsque cela est fait, le médecin et ses assistants auront à se cacher derrière un paravent contenant du plomb se trouvant au fond de la salle. En effet, le rayonnement tout autour d'une table horizontale est extrêmement dangereux. Nous allons voir, autour de cette table schématisée, les courbes correspondant à régions de rayonnement. Des zones sont très dangereuses près de la table et la sécurité ne se trouve que derrière le paravent. C'est pourquoi les radiologues devront s'abriter là. La radiographie étant prise, il suffit de la regarder sans aucun risque de danger. La radiographie présente des avantages certains sur la radioscopie. En effet, si elle nécessite un rayonnement plus intense, le temps d'opération est beaucoup plus court que lors d'un examen radioscopique. C'est pourquoi, à dose égale, on pourra avoir beaucoup plus de renseignements par la radiographie que par la radioscopie. Nous voyons ici quelques chiffres qui nous donnent une idée de ce qui se passe. Pour 1 minute de radioscopie, le rayonnement est le même que celui que l'on obtient avec 30 radiographies. Ce problème de voir en exposant peu le malade a conduit au multiplicateur d'images. Avec un faible rayonnement X, on pourra voir une image sur un écran de télévision qui sera beaucoup plus intense. Le principe en est le suivant, les rayons X vont donner une image qui sera amplifiée, puis on obtiendra une nouvelle image amplifiée sur un écran de télévision tel celui-ci. Bien, voici donc pour le domaine médical. Mais dans le domaine de la physique, les rayons X ont aussi un rôle important que nous avons déjà vu. Ici, par exemple, nous voyons l'ampoule à rayons X qui envoie un faisceau polychromatique, c'est-à-dire contenant un spectre étendu de radiation, sur un échantillon cristallin. Nous avions vu que dans ce cas, les plans réticulaires du cristal donnent lieu à de la diffraction et que l'on obtient le diagramme de von Laue. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment on travaille sur ces choses-là en nous rendant à la faculté des sciences d'Orsay. Eh bien, nous voici donc à la faculté des sciences d'Orsay. Vous voyez ici le grand accélérateur linéaire qui appartient à l'école normale supérieure. En face de cet accélérateur se trouve le bâtiment de physique théorique et de physique de l'état solide. Dans ce bâtiment, on cherche à percer les secrets de la matière. Il y a pour cela plusieurs méthodes, et parmi ces méthodes, les rayons X en constituent une très importante. Une immense activité règne autour de ces bâtiments. On entend de nombreux bruits, de nombreuses voitures sont tout autour. C'est que là, en effet, se cherchent des problèmes extrêmement importants dans notre monde moderne, et en particulier des problèmes de métallurgie. Nous allons aller dans le service du professeur Guigné, qui est sans aucun doute un des plus grands spécialistes français et même mondiaux des rayons X, et nous allons lui demander comment il procède. Monsieur le professeur, vous êtes sans aucun doute notre grand spécialiste en matière de rayons X, et personnellement, je me souviens d'excellents cours que vous m'avez donnés il y a quelques années. C'est pourquoi j'aurais bien aimé que vous expliquiez
à nos auditeurs en quoi consistent les méthodes de rayons X et ce qu'elles ont pu apporter dans l'étude de la structure de la matière. Eh bien, un des problèmes fondamentaux pour physiciens et chimistes, c'est de connaître la structure de la matière à une échelle de plus en plus petite, jusqu'à l'échelle atomique. Or, les instruments d'optique ne suffisent pas à satisfaire la curiosité de ces chercheurs, parce que, comme on dit, leur pouvoir de résolution est insuffisant. Et cela vient non pas d'une imperfection de ces instruments, mais bien du fait que la lumière a une trop grande longueur d'onde. C'est pour cela que l'on recourt aux rayons X qui ont une longueur d'onde de l'ordre des distances interatomiques. Malheureusement, pour les rayons X, nous ne connaissons pas d'instruments d'optique analogues au microscope. Nous devons nous contenter de ce qu'on appelle les phénomènes de diffraction. Diffraction, par exemple, c'est de la diffraction que l'on observe à travers un petit trou éclairé ou bien lorsqu'il y a un petit point dans un faisceau lumineux. Ou bien quand on regarde un point à travers l'étamine d'un rideau. Oui. Et l'on voit des figures en forme de carré. Eh bien, de ces figures, le calcul permet de remonter à la structure. Ici, ce serait la dimension de la trame de l'étamine. Eh bien, il en est de même pour les rayons X, mais à une échelle plus petite. Et des figures de diffraction, on peut remonter à la structure à l'échelle atomique, c'est-à-dire la position des atomes les uns par rapport aux autres. Par exemple, nous avons cette figure qui nous donne la répartition comme la carte de la position des atomes dans un cristal de corps organique. Et chacun de ces points représente un atome de carbone. Et vous reconnaissez ici, mais montré directement par les rayons X, la figure bien connue des chimistes en forme d'hexagone. C'est l'hexagone du benzène. Mais alors, si on a maintenant des corps beaucoup plus complexes, on pourra aussi voir la position de leurs atomes et peut-être en déduire la structure chimique exacte. Certainement, et c'est un des résultats, en somme, des études des dernières années. On a trouvé des structures par les rayons X de corps si compliqués que les chimistes n'en avaient pas pu faire l'analyse. Et une des victoires les plus importantes, ça a été la structure des protéines, ou de ces corps qui interviennent dans la biologie, dont dépend en somme la structure de l'être vivant, et c'est ce qui a valu à des cristallographes l'an dernier le prix Nobel. C'est ça. Et dans un autre domaine que je qualifierais, disons, de grande industrie, par exemple dans la métallurgie, est-ce que les rayons X sont devenus quelque chose de courant? Oui, mais alors leur utilisation est un peu différente. Dans ce cas-là, on se sert de corps de structure bien connue, assez simples, comme les métaux purs et les alliages. Et alors, ce que l'on demande aux rayons X, ce sont des renseignements sur les textures, c'est-à-dire la façon dont les cristaux de métaux sont associés les uns aux autres. Par exemple, après des opérations de laminage, d'étirage, de recuit, et toutes ces opérations qu'on fait dans les usines métallurgiques. Et d'autre part, les diagrammes de diffraction sont comme une empreinte digitale du corps qui est facile à repérer, et c'est une méthode qui permet l'analyse quantitative comme qualitative des corps utilisés dans l'industrie. Il y a encore, en quelque sorte, une espèce de fichier c'est cela, le fichier est le mot. Eh bien, maintenant, monsieur le professeur, si vous le voulez bien, je crois que nos téléspectateurs seraient très intéressés de voir quelques-unes des expériences que l'on fait dans votre laboratoire. Eh bien, bien volontiers. Alors, nous allons vous montrer les deux expériences types, celle où les rayons X sont recueillis sur une plaque photographique et celle où ils sont mesurés par un appareil qu'on appelle le compteur Geiger-Müller. Mademoiselle, je vous vois ici en train d'installer une manipulation de rayons X et je vais me permettre de vous interrompre dans votre travail pour vous demander quelques détails.
Tout d'abord, cet appareil ici est, je crois, un générateur de rayons X. Est-ce que je peux vous demander ce qu'il contient et son fonctionnement? Ici, vous avez un transformateur. Oui. Et là, le tube de rayons X qui est un tube scellé. Ce tube de rayons X est un tube analogue à celui-ci. Oui, simplement l'anticathode ici est en cuivre, alors que sur le tube que je viens de monter, l'anticathode est en molybdène. Quelle est l'influence de ces divers métaux sur le rayonnement obtenu? Les rayonnements caractéristiques sont différents, les longueurs d'onde sont différentes. Les longueurs d'onde sont différentes. Donc on prendra un tube ou l'autre en fonction du rayonnement désiré. Bien, eh bien, nous allons mettre cet appareil en marche, et pour cela, je crois qu'il faut fermer ce capot. Oui, il y a un système de sécurité. On ne peut pas mettre l'appareil en marche si le couvercle n'est pas fermé, car la haute tension est très élevée, 40 à 50 000 volts. C'est effectivement une tension très élevée. Maintenant, je suppose également qu'il doit y avoir un problème quant au refroidissement, car oui. Sous de telles tensions, le tube doit avoir tendance à s'échauffer, ou tout au moins l'anticathode. Du moins, l'anticathode s'échauffe et on est obligé de refroidir. On ne peut d'ailleurs pas mettre le tube en marche s'il n'y a pas une circulation d'eau. Là encore, il y a une sécurité. Donc là, vous mettez l'eau en marche. Bien, maintenant, donc, le rayonnement X va sortir par ces extrémités, oui. Et nous allons voir les expériences proprement dites. Alors, d'abord, celle-ci, je vois ici un cristal monté sur un support. Oui. Et à quoi correspond cette manipulation? Cette manipulation est une manipulation d'un cristal tournant, oui. Où on peut aussi étudier des fils. Est-ce que vous pourriez très simplement nous exposer le principe du cristal tournant? Oui, on envoie un rayonnement X monochromatique sur un monocristal que l'on fait tourner autour de son axe. Et ainsi, on va pouvoir obtenir toutes les directions de diffraction. Oui. Et alors, celles-ci vont être étudiées par quel moyen sur cet appareil? Par un film qui est un film semi-cylindrique ici. Une plaque photographique. Une plaque photographique. Que vous placez ici. On place ici. Bien. Donc, vous allez mettre maintenant l'appareil en marche. Et est-ce que le temps de pause doit être long? Pour un cristal de fluorure de lithium, il est de l'ordre de 20 minutes. De l'ordre d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à développer la plaque photographique. Et maintenant, voici une autre expérience d'un type différente de celle que nous venons de voir, que j'aimerais également que vous nous détailliez. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une expérience de von Laue. Ici, nous avons un collimateur. Le faisceau de rayons X arrive ici, frappe un échantillon monocristallin fixe, et nous recueillons le diagramme, nous observons le diagramme en retour sur cette plaque. C'est ça, c'est un diagramme de von Laue en retour, c'est-à-dire il s'agit d'étudier la réflexion des rayons qui ne peut se faire que suivant certaines directions privilégiées. Oui. Et en développant cette plaque, alors, ici, vous aurez ces directions. Et maintenant, mademoiselle, j'aimerais que l'on voie une dernière expérience, qui est, je crois, très importante, c'est celle de Debye et Scherrer. Voici le matériel de cette expérience, n'est-ce pas? Oui. Voici la chambre de Debye-Scherrer, oui. Le collimateur. On place l'échantillon ici et ceci permet d'absorber le faisceau direct. Le film est placé le long de la chambre cylindrique. Et cette chambre va se placer sur l'appareil que nous avons vu précédemment. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement le principe de cette méthode? On fait tomber un rayon X monochromatique sur un échantillon polycristallin que l'on fait tourner autour de son axe. Si bien que les directions de diffraction ici seront sur des cônes de révolution. Et l'on obtiendra sur la plaque l'intersection de la plaque cylindrique par ces cônes de révolution, oui. C'est-à-dire des courbes du 4e degré. Alors on obtient d'ailleurs le cliché suivant. Alors nous voyons d'abord ici une tache noire, n'est-ce pas? Elle correspond au faisceau direct et au trou dans la pellicule dû au puits absorbant. Bien. Alors, qu'est-ce que nous voyons ensuite apparaître différents traits? Ce sont les anneaux. Et à chacun de ces anneaux va correspondre donc un angle. Et alors, si on se déplace comme ceci, les angles vont aller en croissant. Oui, de 0 à 90 degrés ici pour l'angle de Bragg, l'angle θ. Et alors, à l'opposé, on voit également une autre tache due encore à un trou dans la pellicule, mais cette fois-ci, le trou dû au collimateur. Eh bien, voici pour comparer avec ce schéma,
celui qu'on avait obtenu avec le cristal tournant. On voit que c'est un schéma tout à fait différent, les méthodes ne sont pas du tout les mêmes. Eh bien, c'est là-dessus, mademoiselle, que nous allons nous arrêter. Je vous remercie et je vous laisse à votre travail. Monsieur, je vais me permettre de vous interrompre dans vos travaux pour vous demander quelques renseignements concernant ces méthodes de rayons X. Vous faites ici, je crois, une expérience utilisant les rayons X. Vous avez sur cet énorme bloc, dans cet énorme bloc, un appareil qui vous donne les rayons X, mais la manipulation est plus concentrée sur cet appareil que j'aimerais que vous nous détailliez. Vous avez ici un diffractomètre. C'est un appareil qui vous permet de faire un Debye-Scherrer. Du même type que ceux que nous avons vu faire sur plaque photographique. Exactement du même type. La différence entre cette manipulation et celle que vous avez vue est que les rayons sont reçus par un compteur Geiger-Müller. Compteur Geiger-Müller, c'est le même genre de compteur que ceux qu'on utilise dans l'étude de la radioactivité. Exactement. Oui. Le compteur se déplace lentement. Oui, enfin ici nous ne le voyons pas beaucoup se déplacer. Le mouvement est on trop peut lent. accélérer le mouvement. On peut accélérer le mouvement ici, et voir le on voit déplacement. effectivement le déplacement de ce compteur. À l'intérieur de cette boîte, vous avez un échantillon qui est placé dans le faisceau sortant du tube à rayons X. Donc, tout cela se passe dans cet axe. Sur cet axe, Sur exactement. cet axe, oui. Et les rayons diffractés par l'échantillon sont reçus par le compteur et ensuite enregistrés ici sur un enregistreur après passage par un amplificateur. Ici l'amplificateur et ici l'enregistreur. C'est-à-dire que chaque fois que le compteur rencontrera un faisceau diffracté, nous aurons un pic tel ceci. Que nous pourrons étudier. Alors, ces pics, donc, la position de ces pics vous permet de savoir quels sont les angles de diffraction et par suite de déterminer la structure cristalline. Oui. Maintenant, au fond, nous avons vu une expérience qui semblait avoir à peu près le même but précédemment, où on enregistrait sur plaque photographique. Quel est l'avantage de cette méthode qui me paraît plus complexe, du moins quant à l'appareillage, sur la précédente? Le principal avantage est qu'ici, nous pouvons mesurer les intensités des raies, c'est-à-dire l'intensité du faisceau diffracté pour une direction donnée. Alors que sur une plaque photographique, ces mesures d'intensité sont beaucoup plus imprécises et beaucoup plus délicates à faire. Pour déterminer la structure du cristal que vous avez placé dans l'appareil, l'intensité des raies ne vous est pas utile. Ce qui vous est utile, c'est la position de ces raies. Quel renseignement supplémentaire tirez-vous du fait de la connaissance de cette... La plaque photographique va nous donner une étude qualitative de la structure. Tandis qu'ici, nous pourrons faire une étude quantitative. En particulier, si nous mettons comme échantillon un mélange de plusieurs corps, avec une plaque photographique, nous pourrons déterminer quels sont les corps qui sont à l'intérieur, mais ici, nous pourrons même les doser en étudiant l'intensité des raies. Exactement le même résultat que l'on obtiendrait avec une analyse chimique, par exemple. C'est une analyse, exactement. Et quel est l'avantage de votre méthode sur l'analyse chimique? Alors, l'avantage principal est que nous ne détruisons pas l'échantillon, les rayons X ne détruisent pas l'échantillon en passant dessus. Et d'autre part, la méthode est assez rapide, un enregistrement est assez vite obtenu. C'est certainement plus simple, oui, et sans doute Par aussi contre, plus propre. la précision est nettement inférieure aux analyses chimiques. Ici, nous pouvons déterminer au mieux avec 1 ou 2% de précision, alors que l'analyse chimique donne souvent des précisions bien supérieures. Très bien. Est-ce que ces méthodes que vous faites ici, au stade de la recherche, ont une prolongation dans un cadre industriel? La méthode de Debye-Scherrer, soit par plaque photographique, soit par enregistrement avec compteur, est très utilisée dans l'industrie. C'est une méthode d'analyse courante. Et ici, le problème est sensiblement le même. Le but de l'étude peut être différent, mais la méthode est la même. Eh bien, monsieur, je vais vous laisser poursuivre ces recherches sans doute très fructueuses et je vous remercie. Eh bien voilà, il ne nous reste plus qu'à remercier monsieur le professeur Guigné et ses assistants de leur gentillesse et de tout ce qu'ils ont bien voulu nous montrer. Et nous allons conclure. Ces quelques radiographies, telles celle-ci, où l'on voit les pointes immobilisant une fracture, ou celle-ci où l'on peut voir nettement un intestin grâce à une bouillie de bismuth, reste pour nous un symbole, enfin la chose la plus connue des rayons X. Les rayons X
sont rentrés et sont très importants dans notre vie moderne.